Si Breath of the Wild a surpris autant de monde à sa sortie, c'est peut-être parce qu'a priori, il n'y avait pas grand chose à espérer de sa part. Parce que si on met de côté l'affection qu'on pourrait avoir pour la saga Zelda, pour les belles choses qu'elle a façonnées au sein de notre médium chéri, on pouvait légitimement se demander ce qu'elle avait encore à nous raconter sur console de salon en 2017, sachant qu'en 2011 la question se posait déjà et que la réponse de Nintendo avait été plus ou moins mitigée. Et puis la seule chose dont on était vraiment certain à propos de ce nouvel épisode, c'est qu'il allait se dérouler dans un open world. Et s'il y avait déjà eu des vraies réussites sur ce terrain-là, au fil du temps, on avait quand même pu constater une sorte d'uniformisation du concept, à base de zones à débloquer et d'activités OSEF à répéter, le tout avec des possibilités d'interaction finalement toujours assez limitées. Et toutes ces craintes, Breath of the Wild, qu'on appellera pendant cet épisode Zelda ou Zeldo, pour des raisons évidentes de flemme et de flow, il les a balayées d'un revers de main. À la fois par son level design et son système de jeu, le projet dirigé par Hidemaru Fujibayashi a complètement bouleversé la recette de la saga, mais aussi et surtout le sens que l'on peut donner à une aventure en monde ouvert. Dans ce 4e épisode de Loop, on va donc essayer de comprendre quels sont les choix de design de l'équipe japonaise qui lui ont permis d'aboutir à une telle proposition. Alors j'imagine qu'après une bonne dizaine d'années en bouffée, tout le monde voit à peu près ce qu'est, dans le principe, un open world. En gros, l'ensemble du jeu se déroule sur un seul niveau, une seule aire définie dans laquelle on devrait pouvoir se déplacer librement. Ce qui nous permet déjà d'écarter des jeux comme Mario 64 ou même Ocarina of Time qui sont construits autour d'un hub central qui donne sur différents niveaux, et de passer aussi à la trappe tout ce qui touche de près ou de loin au Metroidvania, qui s'articule lui sur des chemins qui se coupent et se recoupent. Et même si généralement à la fin on peut circuler librement, on doit quand même emprunter des routes linéaires. Ah ça va, je pense que tout le monde le sait. Alors tu sais quoi ? Tape Dark Souls Open World sur Google, et puis après on en discute. Mais même si on regarde les open world validés par les soins de notre commission, dans les faits, cet idéal de libre circulation sur une aire définie n'est pas non plus souvent atteint. Dans de nombreux cas, les game designers usent d'outils pour garder la main sur la navigation, la progression et l'exploration. Par exemple, pour prendre un jeu récent et un classique, dans Horizon Zero Dawn et Red Dead Redemption, la map est divisée en deux. Pour passer New Austin à Nuevo Paraíso, il n'y a que 3 ponts et ils sont d'ailleurs fermés jusqu'à un certain point dans le jeu. Et dans Horizon, au début de l'aventure, il est impossible d'accéder à la partie ouest de la map, protégée par une immense chaîne de montagnes de murs invisibles. Le jeu nous impose donc clairement une porte entre les deux zones pour en garder sous la pédale jusqu'à la fin. Bien sûr, les devs peuvent aussi jouer sur autre chose que le level design, et dans un bon nombre d'épisodes d'Assassin's Creed, on ne pouvait tout simplement pas accéder à certaines zones tant que le jeu ne nous l'autorisait pas, et si on ne se prenait pas un mur, c'était tout simplement la menace d'un game over qui nous rappelait gentiment à rester là où les Bretons le voulaient. Et si tout ça peut sembler trivial, ça démontre pourtant à quel point la construction d'un monde réellement ouvert est un vrai défi de design en soi. Si on ne peut plus du tout se reposer sur des zones fermées ou même des entonnoirs pour maîtriser sa proposition, il faut réellement innover. Halt! No passage. Bridge is closed. Because... Et c'est sur ce premier point que Zeldo a particulièrement brillé, puisqu'en plus de faire qu'absolument toute la map soit accessible une fois la zone de tutoriel passée, l'ensemble de son monde est construit de manière à encourager l'exploration et le détournement des chemins les plus évidents. D'abord dans cet opus, Link peut marcher, courir, sauter, nager, grimper et même planer grâce au désormais fameux paravoile, ce qui, en termes de possibilités d'exploration, met déjà en PLS 90% des avatars qu'on a pu contrôler dans des open world précédents. Mais en plus, les équipes de Nintendo ont tout particulièrement travaillé la topographie d'Hyrule pour façonner un monde intrinsèquement ludique. Dans une conférence au CEDEC, les level designers de Zelda ont révélé avoir construit l'aire de jeu autour de triangles. Tout le level design d'Hyrule tient sur cette forme géométrique employée partout et à différentes échelles. Alors oui, comme on est en 3D, c'est plutôt des cônes ou des pyramides, mais vous avez compris le truc quoi. Le premier intérêt d'utiliser des triangles pour les devs, c'est qu'ils obstruent notre champ de vision et nous invitent à vouloir découvrir ce qu'il y a derrière eux. Si les différentes tours du jeu sont presque toutes visibles, les autres points d'intérêt comme les sanctuaires sont souvent cachés dans les dénivelés de la map. Les petits rochers, les collines et les maxi-montagnes qui jalonnent Hyrule sont autant de triangles de différentes tailles qui font que peu importe où on se trouve, on a toujours envie de se déplacer pour accéder à de nouvelles perspectives. J'imagine que comme moi, ça vous est très souvent arrivé de vouloir aller quelque part et de finalement complètement vous dévier de votre objectif parce que vous aviez aperçu une petite butte qu'il vous fallait absolument inspecter. Nintendo a eu en plus l'intelligence de garnir tout son monde d'un tas de petits trucs à récupérer, des pommes, des grenouilles ou des pierres précieuses, et ça fait qu'il y a toujours un petit intérêt à se perdre en route, même si on ne trouve rien au bout de notre détour. Le deuxième avantage que représentent les triangles dans un monde ouvert, c'est que cette forme induit naturellement un choix à faire. Soit on peut le contourner, soit on peut essayer d'atteindre son sommet. Et en fonction de ce choix, forcément, on ne sera pas amené à découvrir les mêmes choses.
Pour prendre l'exemple le plus évident, prenons une montagne. Si on décide de la contourner, on va probablement rencontrer des PNJ, trouver un camp de bokoblins à vider, et peut-être même tomber sur un sanctuaire planqué dans une grotte dans le flanc de la montagne. Mais on loupera forcément tout ce qu'il y avait du côté par lequel on n'est pas passé. Si on décide d'aller au sommet, il va falloir d'abord escalader, et l'ascension peut déjà être un micro-challenge en soi puisqu'il faut gérer l'endurance de Link. Tout en haut, on découvrira peut-être des secrets, des trésors ou un corps au goût de merde, mais on pourra surtout dominer l'ensemble du territoire qui s'étendait au pied de la montagne, un point de vue idéal pour repérer des villages, des refuges ou des sanctuaires. L'impression de liberté que donne le jeu vient donc de sa capacité à nous appeler constamment un peu partout à la fois. Les triangles nous forcent à nous déplacer, à monter et descendre, et c'est la curiosité qui fait le reste. Et on peut passer des heures à se faire des petites boucles d'exploration comme ça. Contrairement à ce qu'on avait pu observer dans d'autres open world, le level design d'Hyrule ne cherche pas à se resserrer pour contrôler le joueur, tout est fait pour justement éclater son parcours et l'inviter à aller voir toujours plus loin. Et c'est ce qui fait que certaines personnes commenceront le jeu par aller se paumer dans le désert Gerudos et que d'autres préféreront aller crapahuter vers le volcan des Gorons, chacun et chacune suivant ses envies en fonction de ce qu'il ou elle a aperçu au loin, et jamais le jeu ne vous empêche d'aller où vous voulez puisqu'il y a toujours moyen de contourner, grimper et nager. Même si dans certaines zones les ennemis vous accueilleront un grand coup de one-shot. Bon, jusqu'ici, on s'est surtout intéressé à la progression spatiale dans un monde ouvert. Et comme on l'a vu, Zelda a pris complètement le problème à revers. Mais qu'en est-il de la progression dans la maîtrise des mécaniques et du système de jeu ? Là encore, si on regarde ce qu'on avait pu voir jusque-là dans les jeux open world, on peut constater qu'on restait dans des schémas assez linéaires, la formule instaurée par GTA et les RPG à base de « va voir un gonze pour qu'il te donne un truc à faire et fais-le » est tout de même bien ancrée dans les codes actuels. Et s'il y a bien souvent plusieurs possibilités de quête à un instant T, pour ce qui est des principales, elles se débloquent les unes à la suite des autres, ce qui permet aux designers de garder cette fois le contrôle sur le renouvellement de la boucle de gameplay qui va se complexifier au fur et à mesure du jeu. Par exemple, les monstres qu'on croisera dans The Witcher 3 seront de plus en plus forts, et les fusillades les plus tendues de GTA V se trouveront aussi être les missions de fin de jeu. On suit donc une courbe de progression parfaitement classique dans le médium. Et c'est peut-être là le deuxième gros point qui a fait de ce Zelda un jeu aussi rafraîchissant dans le paysage vidéoludique de 2017, puisque la progression mécanique et systémique qu'il propose est complètement ouverte. Dans les 2 premières heures de jeu, on nous initie à l'ensemble des outils qu'on aura à notre disposition jusqu'à l'affrontement final. On récupère épée, bouclier et arc en se baladant et en croisant le fer avec nos premiers ennemis. On découvre les pouvoirs du Cinétis, du Cryonis, du Polaris et des bombes à travers les premiers sanctuaires didactiques. Et une fois que tout ça est intégré, on nous file le paravoile et rouler jeunesse. Ce qui, pendant qu'on y est, représente tout de même aussi un joli coup de latte dans les traditions de la saga Zelda, où les items qu'on trouvait au fur et à mesure des donjons étaient au centre du renouvellement de la boucle, et la progression était dictée par leur acquisition et leur bonne utilisation. Mais dans Zelda, la progression va se faire de manière beaucoup plus étalée puisque c'est l'environnement qui, par sa diversité, va renouveler la boucle du jeu. Pour designer le système qui régit le monde d'Hyrule, les développeurs Nintendo se sont reposés sur des règles approximatives de physique et de chimie. La physique, logiquement, opère sur tous les objets qui sont intégrés dans l'univers du jeu. C'est le moteur Havok qui gère les différentes collisions et la gravité, et qui va faire que les objets sphériques vont rouler et descendre plus vite en pente que les objets cubiques. C'est d'ailleurs pas pour rien s'il y a des bombes rondes et des bombes carrées. On devra aussi prendre en compte ces lois quand on déplace des rochers, des boules de neige ou des plaques métalliques et des coffres. En fonction de leur poids envisagé et de leur forme, on devra interagir avec de différentes façons. Ensuite, il y a ce que Takuhiro Dota, le directeur technique du jeu, appelle donc la chimie. Dans les faits, c'est plutôt un système d'éléments, le vent, le feu, l'électricité, l'eau, etc., qui va s'appliquer différemment à des matériaux dont sont aussi faits les objets du jeu. Un coffre métallique va conduire l'électricité, une boîte en bois peut prendre feu, et le vent peut porter des objets légers et Link s'il sort son paravoile. Et dans un autre style, le feu et l'électricité n'auront pas d'impact particulier sur l'état d'un objet en pierre. Par contre, il sera beaucoup plus difficile de grimper sur une montagne par temps de pluie, puisque la pierre sera mouillée et glissante. Tous les composants du jeu sont donc liés par ces règles de physique et de chimie, ce qui donne de très nombreuses possibilités de combinaisons et de réactions, ce que Takuhiro appelle le gameplay multiplicatif. Une expression qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher du fameux gameplay émergent dont on parlait la dernière fois dans notre épisode sur les immersive sims d'arcade. Puisque dans Dishonored comme dans Prey, ce sont bien des combinaisons de pouvoirs et d'objets intégrés dans le jeu qui nous permettent de progresser. Là aussi le moteur physique met l'emphase sur les formes et les poids, et le gameplay est systémique car il imbrique différentes mécaniques à l'environnement. Entrer dans une salle, se débarrasser d'un ennemi, récupérer un item particulier, on s'adapte aux problèmes que nous pose le jeu en mobilisant nos différentes compétences. Mais là où les jeux d'arcane complexifient les situations au fur et à mesure qu'on avance dans leur niveau, Zelda lui étale tout son système sur l'ensemble du monde ouvert.
Chez les Gorons, on apprendra à jouer avec le feu et les effets de la chaleur. Chez les Auras, c'est l'eau, sous forme de pluie ou de glace, qu'on tentera de maîtriser. Du côté des Gerudos, c'est l'électricité qui sera particulièrement à l'honneur. Et chez les Piaf, la majorité des épreuves se feront autour du vent et du froid. Et chacune de ces spécificités apportera son lot de problématiques tout aussi spécifiques auxquelles on pourra répondre de différentes façons. Par exemple, pour se protéger du froid, on pourra se couvrir, manger des plats cuisinés avec du piment, courir comme un dératé et se soigner au fur et à mesure, ou même tout simplement se balader avec une torche allumée. Ce qui devrait vous rappeler les nombreuses façons d'ouvrir une porte d'emprêt, qu'on avait détaillé la dernière fois, sauf qu'ici, c'est l'environnement qui pose problème. Et tous les pouvoirs qu'on a récupérés au début du jeu trouveront de nouvelles utilités, là aussi en fonction du contexte. Le Polaris nous permettra de faire circuler du courant via des objets en métal, le Cinétis nous permettra de figer des objets pour protéger une flamme de l'eau, et le Cryonis nous aidera à façonner un chemin pour aider une boule géante à dévaler des rapides comme on le veut. Et au fil de nos balades, la connaissance accumulée de toutes ces subtilités nous permettra d'envisager de plus en plus de solutions face à une situation donnée, et de faire travailler nos méninges pour trouver notre propre façon de résoudre un problème. Par exemple, au cours de mes errances dans Hyrule, je suis tombé sur une boule que je comprenais devoir amener à un socle au milieu d'une spirale formée par un bras dans la mer, ce qui s'annonçait à la fois long et potentiellement compliqué vu la belle brochette de monstres que j'allais devoir me farcir. Mais comme j'avais appris à me servir du Cinétis pour jouer au golf dans un sanctuaire, je me suis demandé si je pouvais pas aussi tenter ce coup-là de la même façon et de me faire un petit birdie à coup de masse pour me faciliter la vie. Et ça a marché. En une petite minute, j'ai pu débloquer mon sanctuaire et surtout, je me suis senti super malin. Et je suis sûr que si vous avez joué à Zelda, vous avez eu aussi des moments comme ça. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez-nous ça dans les commentaires, ça peut être super intéressant pour tout le monde. Parce qu'en couplant un gameplay systémique façon Immersive Sim dans un open world très libertaire, le jeu favorise la diversité des approches et des situations. Et même après une cinquantaine d'heures de jeu, on continue de découvrir des choses et des moyens d'interagir avec. Et ça c'est précieux parce que tous ces moments de jeu, ils n'appartiennent qu'à nous. Mais forcément, une boucle qui se renouvelle par la diversification ne comporte pas que des avantages, et si on se laisse effectivement porter par l'exploration, la courbe de difficulté de Zelda se retrouve un peu aplatie. Les débuts ne sont pas forcément évidents, une grosse partie du jeu est à peu près au même niveau, et à partir d'un certain point, on devient trop puissant pour craindre quoi que ce soit. Et ce ne sont pas les créatures divines, simili-donjons de l'opus, qui vont arranger ça, puisqu'elles ne sont pas très réussies, il faut bien le dire. Et pour ce qui est du château de Ganon, est-ce que c'est un best-of ou un gros foutoir, on vous laissera juger. Par contre, on ne vous recommandera que trop d'aller faire un tour sur l'île Finalis, sur laquelle on se retrouve complètement à poil et dans laquelle il faudra véritablement faire feu de tout bois pour réunir 3 orbes et accéder à son sanctuaire. Il faudra notamment faire face à un Inox, un des mini-boss du jeu, sans une seule arme vraiment potable dans le coin. Et c'est seulement la maîtrise de tous les pouvoirs de la tablette Sheikah et la connaissance des aléas de l'environnement qui vous permettront de le mettre à terre. Une douzaine de minutes ne suffira évidemment pas à couvrir toutes les choses qui ont fait de ce Breath of the Wild un jeu aussi étonnant. On aurait pu par exemple parler des armes qui se brisent et qui, de fait, encouragent également l'exploration. On aurait aussi pu parler de ces sanctuaires qu'on peut complètement hacker avec le système de jeu. Et bien sûr, on aurait pu mentionner la cuisine, véritable jeu dans le jeu qui valorise intelligemment tout ce qu'on trouve pendant nos balades, et qui en plus s'intègre complètement dans l'environnement, puisqu'on peut par exemple faire cuire un œuf en le mettant dans l'eau chaude, ce qui nous permettrait de faire un dernier écho aux Immersive Sim PC, puisque dans Arx Fatalis, on pouvait obtenir du pain en plaçant de l'eau et de la farine à côté d'un feu. Mais entre les triangles du level design, la physique-chimie du jeu et son gameplay systémique, on a déjà pu comprendre comment ont été implémentés les principaux choix de design faits par les équipes de Fujibayashi. Des choix qui ont permis d'ouvrir à la fois l'exploration, mais aussi les possibilités d'interaction avec l'environnement, et d'aboutir à un monde ouvert qui n'est pas un simple théâtre figé, mais un véritable espace ludique vivant. Et même plus de 25 ans après la naissance de la saga, Nintendo a prouvé qu'il pouvait encore prendre des risques, innover et exécuter en conséquence pour rester pertinent dans le paysage vidéoludique moderne.